Abandonneriez-vous votre meilleur ami? Chaque été, près de 200 000 animaux sont laissés sur le bord de la route sous la chaleur. C'est une trahison. Un animal n'est pas un jouet, c'est un engagement. Abandonner est un délit, puni de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Mais la peur de la sanction ne suffit pas. C'est pourquoi je lance la campagne Stop Abandon. Partagez-la, faites passer le message. Mon ministère agit aussi concrètement. Renforcement des contrôles dans les animaleries, publication d'un arrêté pour mieux encadrer la vente d'animaux et bientôt un décret sanction pour les contrevenants. En septembre, un protocole interministériel de lutte contre la maltraitance signé avec les ministères de l'Intérieur, de la Justice, de la transition écologique et bien sûr mon ministère, afin de mieux empêcher les actes de maltraitance animale, et une enquête nationale sur les foires et salons d'animaux sera lancée pour lutter contre les achats impulsifs. Ce combat, c'est l'affaire de tous, citoyens, élus, professionnels. Ensemble, défendons le lien précieux qui unit l'homme à l'animal. Je compte sur vous. Donc bonjour, vous avez entendu les propos de Madame la ministre. Alors je ne peux aller que dans son sens. Je la remercie lorsqu'elle nous reçoit au ministère dans le dialogue, puisque nous sommes toujours dans un dialogue permanent avec les élus de la République. Donc je la remercie de ses déclarations pour dire qu'il n'est pas normal d'abandonner les animaux. Mais moi je pense, et je suis même sûr, que le monde politique dans son ensemble vit dans une bulle. Certes, les animaux, il est anormal de les abandonner, mais pour ne pas abandonner les animaux, il faudrait déjà s'occuper des êtres humains, des paysans et des paysannes, qui nous, à travers le SAMU social, nous appellent régulièrement et sont dans des états de désespoir complet, complet. Proche du suicide, l'abandon, les épouses quittent le milieu familial, souvent avec les enfants, et on a chaque jour des situations dramatiques, non-assistance à personne en danger. Et par ce biais-là, certains abandonnent leurs animaux ou ne nourrissent plus leurs animaux, puisqu'ils sont ruinés économiquement, ils perdent pied. Et c'est normal qu'ils perdent pied, des hommes ou des femmes, et ils sont jetés en pâture à l'abandon. Alors le titre de ma vidéo, il s'adresse pas à la ministre de l'Agriculture, pas du tout. Ce n'est pas une histoire de personne, il faut surtout pas en faire une histoire de personne. Il s'adresse au monde politique dans son ensemble, puisqu'à l'heure où je parle, il a été récupéré sur les réseaux sociaux un passage de Sandrine Rousseau, qui dit globalement qu'elle s'en fout de la rémunération des paysans. Alors ça, je précise, c'est un montage qui a été fait et on n'a pas donné sa déclaration dans son intégralité. Je ne la défends pas, bien au contraire, puisqu'elle connaît pas le sujet agricole, mais elle voulait dire qu'elle n'en avait rien à foutre des agriculteurs qui étaient dans le modèle intensif avec les pesticides. C'était ça le sens de sa réflexion. Ceci étant, ça me permet de rebondir. Quand je dis le titre de ma vidéo, les gens sont dans une bulle, les politiques, c'est que de l'entre-soi, et les gens, malheureusement, qui nous gouvernent, qui nous ont gouvernés, la droite comme la gauche, l'Assemblée nationale aujourd'hui, bien sûr, Madame Rousseau, qui est complètement à côté de ses pompes dans le domaine agricole, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas que Madame Rousseau qui est hors sujet, qui est dans une bulle. Il y a la France insoumise, il y a le Rassemblement national, il y a les Républicains, il y a la Macronie, il y a le Parti socialiste, il y a tous ceux qui sont représentés. Ces gens-là sont dans l'entre-soi, ils sont dans une bulle. Ils sont à des années-lumière de la situation réelle. Ils ne connaissent rien du monde agricole. Et pour cause qu'ils connaissent rien. Ils n'ont jamais pratiqué, ils n'ont jamais enfilé des paires de bottes, ils n'ont jamais su ce que c'était que d'être au quotidien dans une exploitation agricole et d'avoir les pieds et les mains dans la merde. C'est ça la vérité. Et de travailler 7 jours sur 7 et le jour de Noël. Et de se dépanner comme on peut avec les moyens du beurre par tous les temps. Non. Je vous l'affirme, je vous le confirme, pour les avoir rencontrés tous sans exception. En passant de monsieur Zemmour à monsieur Mélenchon, je dis bien tous sans exception, sont à des années-lumière de ce qu'on peut vivre nous sur le terrain.
Alors je vous rassure, ils ont le même décalage avec les commerçants et les artisans, hein. Moi, je reste sur l'agriculture. Idem pour le para-agricole. Le para-agricole, même s'il y a des employés formidables dans les chambres d'agriculture, la plupart des gens qui sont dans le tertiaire, dans les centres de gestion, le secteur marchand, les gens qui viennent dans nos exploitations acheter nos produits, que ça soit des animaux, que ça soit des céréales, que ça soit du commerce de tracteurs, y compris les gens qui viennent, j'ai bien dit, dans nos exploitations, sont à des années-lumière de la réalité, du cœur du réacteur. Pourquoi? Parce que tous ces commerçants qui viennent, qui passent de ferme en ferme, ils racontent les ragots de village. Mais ils ne sont pas dans l'analyse économique de gestion, de la gestion réelle des exploitations. Quand l'exploitation à l'arrêt, ben, ils trouvent une parade, ils disent bah oui, ils en avaient marre, il était fatigué, il avait mal au dos, les charges administratives, non. Le cœur du sujet, il est bien plus profond que ça. Il est qu'on est complètement déconnecté du reste de la société, et ce depuis des décennies. Je dis bien depuis des décennies, on peut remonter à Valéry Giscard d'Estaing. Alors, pourquoi personne ne sort la vérité du revenu réel? Bah parce que tout le monde mange, comme dit mon copain Michel Bini, mon coprésident du Gers, tout le monde pour l'instant essaye de préserver sa gamelle. Sa gamelle, sa zone de confort, ses avantages et ses rémunérations. Alors vous pouvez constater ce que je dis, puisque les terres, vous en voyez de plus en plus non exploitées. Vous voyez, on a vu les friches industrielles, je parle des bâtiments, on voit maintenant les friches agricoles, des bâtiments agricoles partout laissés à l'abandon parce que les exploitations, elles tombent les unes après les autres, hein. Et les petits soldats se battent dans le maquis depuis des années, hein. Ils se comparent les uns aux autres, toujours à celui qui aura le plus gros tracteur, le plus gros enrouleur, la plus grosse machine à traire, le plus de robots de traite, compétition oblige, hein. Et pendant ce temps-là, le secteur agroalimentaire, l'agro-industrie, le secteur marchand, eux, ils comptent la monnaie et ils ramassent la monnaie. Alors qu'il y a une vraie solution. Elle est française, elle est nationale, mais elle est également européenne, si on avait des politiques dignes de ce nom. Parce que je vous le répète, il n'y en a aucun qui est à la hauteur des enjeux agricoles, en passant du RN à LFI, à ce que vous voulez. Ils ont une méconnaissance totale des problèmes. Ils sont perchés à des niveaux, ils comprennent rien de ce qui se passe sur le terrain. Ça, je peux vous l'assurer. Ils comprennent rien. La solution, là, c'est des fermes à taille humaine. 80 hectares, 100 hectares, 80, ça peut être 60 pour un couple. Pour minimiser les risques climatiques, revenir sur des exploitations plus petites, avec plusieurs cultures, pas tout mettre en monoculture, pas tout viser sur une culture unique, sur la spécialisation qui nous a endettés et qui nous a détruits, adapter les cultures suivant les régions et les productions, mettre du mouton, de l'allaitant dans les mauvaises terres et dans les terres séchantes. Et oui, faire des réserves pour l'irrigation, pour les cultures spécialisées dans des endroits bien ciblés, mais pas faire des bassines partout, le raisonner suivant les territoires, hein. Et irrigation évidemment indispensable pour les cultures spécialisées, le maraîchage, l'horticulture et la culture du maïs où on en a besoin. Parce qu'il y a des endroits où il y a besoin de la culture du maïs. Et là, il faut irrigation. Mais on met pas de l'irrigation n'importe où, dans tous les départements, sur tous les territoires, hein. Et pourquoi ferme familiale à taille humaine? On minimise les risques. Parce qu'à l'instant où je vous parle, j'ai des collègues, puisque je fais des conférences internationales, j'ai un collègue, pas en France évidemment, sur un autre continent qui a perdu 1000 hectares en 10 minutes. Vous croyez qu'il y a une compagnie d'assurance qui peut assurer 1000 hectares d'orge? Ou un État peut prendre en charge chaque année, avec les problèmes qu'on a climatiques, 1000 hectares en 10 minutes de perdus par la grêle? Voilà. Donc ça, c'est la spécialisation qui a conduit à ça. Si au lieu d'avoir 1000 hectares d'orge, on était resté sur des tailles humaines, avec plusieurs agriculteurs, mais il n'aurait pas perdu 1000 hectares en 10 minutes. Il y aurait eu des cultures, il y aurait eu de la luzerne, il y aurait eu un peu d'animaux, il aurait perdu 10 hectares d'orge, peut-être.
Et dans sa ferme, il aurait eu peut-être 10 hectares de maïs, 20 hectares de luzerne. Voilà. Et là, on répartit les risques. Mais on a voulu spécialiser l'agriculture. On a voulu l'industrialiser, comme les usines de Gerald Ford après la guerre. Mais non, l'agriculture, c'est pas un domaine comme les autres. Ça ne peut pas se raisonner comme ça. Donc la solution, c'est celle-là. Revenir sur des fermes plus petites, avec une gestion des volumes, avec des prix à hauteur des coûts de production. Les échanges internationaux. D'abord, on reprend notre souveraineté, on consomme ce qu'on est capable de produire. Premièrement, ça s'appelle l'arme alimentaire. Deuxièmement, les échanges internationaux, on en fera toujours. Il faut les faire sur la base de la charte de la Havane, hein. Et ensuite, ces échanges-là, faut les faire avec une unité de référence qui peut pas être l'euro, qui est une monnaie surévaluée pour nous, qui est une monnaie surévaluée pour les Grecs, pour les Italiens, pour les Portugais. C'est une monnaie taillée pour l'Allemagne. Il faut un panier de matières premières de référence adossé par exemple à une crypto-monnaie qui sert de monnaie d'échange pour le commerce international et non se baser sur l'euro qui a le même problème que le dollar, le yen, le yuan ou la roupie. Parce que si on a une monnaie comme ça, automatiquement, le monde de la finance, les gens de la grande distribution, de l'agroalimentaire, les financiers qui sont sur le plan planétaire, qui peuvent s'installer au niveau planétaire à cause de la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux. C'est surtout la fin, et des capitaux. Il faut absolument sortir de ces monnaies qui est un moyen de faire la guerre entre les paysans, puisque la monnaie est une arme pour concurrencer les paysans. Soit on la révalue, soit on la dévalue. Il suffit d'évaluer une monnaie pour avoir une force de frappe à l'exportation et écrouler les paysans des pays voisins. D'où l'intérêt de sortir de ce modèle, hein, et de se baser sur, comme je vous ai dit, une monnaie qui peut être une crypto-monnaie ou qui peut être une autre monnaie qu'on va donner de référence uniquement pour les échanges internationaux. Après, chaque pays doit conserver sa monnaie, à savoir si on conserve l'euro ou une autre, il doit avoir une monnaie nationale et une autre monnaie qui sert d'échange, mais qui n'est pas en lien avec le dollar ou le yuan ou autre. Ça doit être une crypto-monnaie qui sert juste de monnaie d'échange pour faire le commerce, mais qui n'est pas une arme de compétition pour mettre dos à dos les paysans à travers la planète et les salariés. Parce que n'oubliez jamais que la guerre des monnaies, c'est une guerre économique qui ne dit pas son nom. Quand vous dévaluez une monnaie, ne serait-ce que 10%, ça vaut tous les droits de douane du monde que peut essayer de mettre en place Donald Trump. Ça, c'est de la com, les droits de douane. Quand vous jouez sur la valeur des monnaies, vous avez un effet de levier bien plus puissant que les droits de douane. Voilà, c'était un coup de gueule pour vous dire que Madame la ministre, oui, elle s'est bien exprimée, elle a le droit de parler des animaux, mais nous, on a le droit de dire au niveau SAMU social agricole, au secours, paysans, paysannes, agriculteurs en danger. À bientôt.